Caleb Harding n'avait pas touché une âme qui vive avec douceur depuis 7 ans. Ses mains ne connaissaient que le fil de fer barbelé et la crosse de son fusil, rien d'autre. Mais quand il a sorti ce garçon tremblant et pieds nus de derrière ses silos à grains, à 2 heures du matin, les côtes visibles sous une chemise déchirée, un œil enflé et fermé, les genoux écorchés à force de courir Dieu sait sur quelle distance, quelque chose s'est brisé dans sa poitrine, quelque chose qu'il pensait s'être calcifié jusqu'à disparaître. Il n'a pas réfléchi, il a juste retiré son manteau de ses propres épaules et en a enveloppé l'enfant. Le garçon a tressailli, comme s'il s'attendait à être frappé. Si vous croyez qu'un homme brisé peut se dresser entre un enfant et tous ceux qui cherchent à le détruire, restez avec moi jusqu'au tout dernier mot. Indiquez votre ville dans les commentaires. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Et si cela vous touche, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque histoire que je la raconte pour des gens comme vous. Le manteau était bien trop grand. Il avalait le garçon tout entier, le col tombant d'une épaule, l'ourlet traînant sur le sol de la grange, les manches couvrant entièrement ses 2 mains. Et pourtant, l'enfant en agrippait les bords et le serrait contre lui avec cette poigne désespérée et si particulière de quelqu'un qui n'avait pas eu chaud depuis très longtemps. Caleb s'accroupit pour être à sa hauteur. Il garda la lanterne basse sur le côté, pas dans le visage du garçon. Il avait appris cela après des années à parler à des gens effrayés. On ne braque pas une lumière sur quelqu'un qui est déjà aveuglé par la peur. Comment tu t'appelles, mon garçon? Rien. Les yeux du garçon suivaient la porte de la grange comme un animal piégé cherche une sortie. Je ne vais pas te faire de mal. Caleb garda sa voix au même registre que celui qu'il utilisait avec les chevaux effarouchés. Je ne vais pas non plus t'obliger à rester. Si tu veux partir, la porte est juste là. Mais il gèle presque dehors et tu n'as pas de chaussures. Alors, si tu as une petite minute, peut-être que tu pourrais me dire ton nom d'abord. La mâchoire du garçon bougea. Puis, à peine plus fort que le bruit du vent qui s'engouffrait sous les combles de la grange. Tommy. Tommy. Caleb lui fit d'un lent hochement de tête. Je suis Caleb Harding. C'est mon ranch. Tu es le bienvenu ici. Oceaniquam. Si longtemps que tu en auras besoin. Il marqua une pause. Depuis combien de temps tu fuis? La gorge de Tommy bougea. 3 jours. 3 jours. Caleb fit le calcul de ces 3 jours sans qu'aucune expression ne traverse son visage. Pas de chaussures. Janvier dans le Montana. Un enfant avec un œil enflé et fermé et des côtes qu'on pouvait compter à travers sa chemise. 3 jours, c'est long, dit-il prudemment. Qui est-ce que tu fuis? Le garçon le regarda. Puis il le regarda vraiment, et ce que Caleb vit dans ses yeux n'était pas seulement de la peur. C'était le calcul spécifique et épuisé d'un enfant qui a été déçu par les adultes si souvent que la confiance était devenue un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir. Vous connaissez un homme nommé Arlen Doss, dit Tommy. Le nom tomba dans la grange comme une pierre dans une eau calme. Caleb sentit les ondulations le traverser et garda un visage absolument neutre. « Je le connais de nom, dit-il. La plupart des gens dans ce comté le connaissent. Alors vous savez ce qu'il fait aux gens qui parlent de ce qu'ils ont vu. La voix de Tommy avait 9 ans et environ 40 ans en même temps. Mon papa a parlé. Ils l'ont tué pour ça. Et maintenant, ils me cherchent parce que j'étais là. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai tout vu. » Caleb resta silencieux un long moment. Dehors, le vent de janvier poussait fort contre les murs de la grange. Et quelque part dans le noir, son cheval Ranger s'agita, frappa du sabot et redevint immobile. « Viens à l'intérieur, dit Caleb. Je vais mettre quelque chose sur le feu. Tu pourras me raconter ce que tu as vu. Vous ne voulez pas savoir ce que j'ai vu. » La voix de Tommy était plate. Les gens qui savent ce que je sais finissent comme mon papa. Peut-être. Caleb se leva et ramassa la lanterne. Mais je vais rentrer de toute façon. Tu es le bienvenu si tu veux venir avec moi. Il se dirigea vers la porte de la grange sans se retourner. Il avait appris ça aussi. On n'attire pas une créature effrayée vers soi. On s'éloigne et on la laisse suivre quand elle est prête. Il avait traversé la moitié de la cour avant d'entendre les petits pas inégaux derrière lui. Le manteau traînait dans l'herbe raidie par le gel. Il ne se retourna pas. Il continua simplement de marcher vers la maison. À l'intérieur, il mit du bois dans le feu et posa une casserole sur le poêle, sans dire un mot pendant qu'il travaillait. Tommy resta dans l'embrasure de la porte de la cuisine pendant une bonne minute avant d'entrer.
Puis il se tint le dos contre le mur, sans s'asseoir, observant Caleb avec ses yeux anciens et prudents. Caleb posa un bol de haricots et de pain de maïs sur la table, mit un verre d'eau à côté, tira la chaise, puis alla de l'autre côté de la cuisine, s'appuya contre le comptoir avec son café et regarda par la fenêtre, dans le vide. Il entendit le garçon s'asseoir. Il l'entendit commencer à manger. Il ne regarda pas. Quand le bol fut vide, le pain de maïs disparut, et que Tommy eut bu l'eau jusqu'à la dernière goutte, Caleb remplit le verre sans qu'on le lui demande et s'assit en face de lui à la table. « Parle-moi de ton papa, dit-il. » Tommy entoura le verre d'eau de ses deux mains. Il s'appelait Daniel Voss. Il gérait le bail du bétail de Broken Creek sur les 40 acres du sud, après la crête. Il y était depuis 11 ans. Il s'arrêta. Harlan Dawes voulait cette terre. Il voulait les droits sur l'eau du ruisseau qui la traversait. Papa a dit non. Une autre pause plus longue. Alors Dawes a envoyé des hommes avec des papiers. Ils disaient que papa lui devait de l'argent pour un prêt qu'il avait contracté 3 ans plus tôt. Ils disaient que la dette avait triplé. Ils disaient que si papa ne pouvait pas payer, le bail serait transféré. Est-ce que ton père lui devait de l'argent? Il a emprunté 40 $ pendant l'année de la sécheresse. 40 $, Monsieur Harding. Il en a remboursé 32 avant la récolte d'automne. L'homme de Dawes est venu avec un papier qui disait que papa devait 460 $. La voix de Tommy ne tremblait pas. C'est ça qui a touché Caleb, cette voix qui ne tremblait pas, comme si le garçon avait déjà versé toutes les larmes qu'il avait en lui. Et ce qui restait, c'était juste les faits. Les chiffres étaient différents de ce que papa avait signé. Papa ne savait pas lire les petits caractères. Il a fait confiance à la mauvaise personne. Caleb bout son café et ne dit rien. Mardi dernier, Dawes a envoyé 3 de ses hommes. Cole Raines était celui qui menait. Les mains de Tommy se resserrèrent sur le verre. Je connais Cole Raines, tout le monde le connaît. Il fait ce que Dawes lui dit, et ça ne l'empêche pas de dormir. Il s'arrêta. Ils sont venus dire à papa que le délai de grâce était écoulé, que la terre était transférée à partir de ce matin-là. Papa leur a dit qu'il avait une lettre d'un avocat de Billings qui disait que le contrat n'était pas exécutoire, qu'il allait le présenter à un juge. Une autre pause. Cole Raines lui a tiré dessus sur le porche avant qu'il ait fini sa phrase. Un silence de mort s'abattit sur la cuisine. J'étais dans le tas de bois. La voix de Tommy baissa jusqu'à n'être presque plus rien. À 10 pieds de là. Je l'ai vu. J'ai vu Cole Raines remettre le pistolet dans son étui et dire aux 2 autres, « Allez chercher les papiers dans la maison. » Et ils sont entrés et je les ai entendus toutes saccagées. Et quand ils sont sortis, ils sont partis vers le nord et personne n'est venu aider mon papa. Personne n'est venu. Il leva les yeux. Je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il ne respire plus. Puis j'ai couru. Caleb posa sa tasse de café sur la table. Il posa ses 2 mains à plat sur le bois et les regarda un instant. La cicatrice sur sa main droite, celle qui courait du pouce au poignet, capta la lumière du feu comme elle le faisait toujours. « Quel âge as-tu, Tommy? »« 9 ans. 9 ans. Dans la cuisine d'un étranger à 2 heures du Stumpton, dans un manteau 3 fois trop grand pour lui, avec son père mort depuis 3 jours dans l'hiver du Montana, et Cole Raines et Harlan Dawes entre lui et tout ce qui ressemblait à un avenir. « Écoute-moi, dit Caleb. Sa voix sortit plate, égale et très délibérée. Tu vas dormir cette nuit. Il y a une chambre au bout du couloir avec un verrou à l'intérieur de la porte, et je veux que tu l'utilises. Pas parce que tu es en danger dans cette maison, mais parce que tu as couru pendant 3 jours et ton corps ne sait pas encore comment s'arrêter et une porte verrouillée pourrait aider ton corps à croire qu'il le peut. » Tommy le dévisagea. « Pourquoi vous vous souciez de ça? » Caleb regarda le garçon un long moment. « Parce que quelqu'un devrait, dit-il. Vas-y. La chambre est au bout du couloir. Première porte à gauche. » Tommy ne bougea pas tout de suite. Il resta assis à table avec le verre d'eau et regarda Caleb avec ce regard ancien et calculateur, faisant une sorte de comptabilité privée que Caleb reconnaissait. La comptabilité que fait une personne lorsqu'elle essaie de décider si ce qui ressemble à la sécurité est réel ou un piège dont elle n'a pas encore trouvé le bord. Puis il se leva, il portait toujours le manteau. Caleb remarqua qu'il n'offrit pas de le rendre. « Monsieur Harding, oui. Cole Raines a un homme qui parcourt cette vallée. Il vérifie les fermes au sud de la crête. La voix de Tommy était prudente. Il va me chercher. Il sait que j'étais là. »« Je sais, dit Caleb.
Ça ne vous fait pas peur? Caleb le regarda. Va dormir, mon garçon. Quelque chose changea sur le visage du garçon. Pas de la confiance, pas exactement. La confiance prendrait plus de temps et Caleb le comprenait et ne lui en voulait pas, mais quelque chose qui était le début de la possibilité de la confiance. La fissure dans le mur par où la lumière commence à passer. Tommy descendit le couloir. Caleb entendit la porte se fermer, entendit le verrou glisser. Il resta assis à la table de la cuisine pendant un long moment après ça. Il ne dormit pas. Il resta assis, les mains autour de sa tasse de café, écoutant la maison et pensant à Daniel Voss, mort sur un porche dans le froid de janvier, avec 32 dollars payés et un contrat que personne n'avait lu honnêtement, et un enfant dans un tas de bois à 10 pieds de là. Il pensa à Harlan Doss, qui n'avait pas bâti l'exploitation de bétail la plus puissante de ce comté en étant négligent, qui avait des avocats dans 2 villes et des amis au conseil du comté, et un contremaître nommé Cole Raines, qui comprenait que certains problèmes étaient plus faciles à résoudre quand ils étaient encore petits. Un garçon de 9 ans qui pouvait témoigner d'un meurtre n'était pas un petit problème. Caleb comprenait exactement ce que cela signifiait. Il avait été homme de loi pendant 14 ans avant de démissionner. Il comprenait l'arithmétique des hommes comme Doss, le calcul du risque, la volonté d'agir avant que le risque ne devienne ingérable. Il viendrait chercher Tommy, ce n'était pas une supposition. Il viendrait, et il viendrait avant que le garçon ne puisse atteindre quelqu'un d'assez important pour l'écouter. Il se leva avant l'aube. Il sella Ranger dans le froid et le silence de l'obscurité. Il parcourut 6 miles vers le nord jusqu'à la ville de Dusty Creek et attendait sur le perron du bureau du shérif du comté lorsque Frank Aldridge arriva avec sa clé à 8 heures du matin. Frank Aldridge avait 54 ans et était shérif du comté de Millstone depuis 9 ans, soit environ 8 ans et demi de plus que ce que Caleb pensait qu'un homme de son caractère particulier devrait occuper ce poste. Il n'était pas un homme mauvais, pas exactement. Il était quelque chose de plus compliqué et, à certains égards, de pire. Un homme qui avait appris à être à l'aise avec ce qu'il choisissait de ne pas voir. Il s'arrêta en trouvant Caleb sur son perron. Harding, sa voix était prudente. Ça fait un bail. En effet, Caleb se leva. Daniel Voss est mort, abattu sur son poche mardi dernier par Cole Raines sur ordre de Harlan Doss. Je veux que vous alliez à la concession de Broken Creek pour récupérer le corps et ouvrir une enquête pour meurtre. Le visage d'Aldridge passa rapidement par plusieurs expressions. Aucune d'entre elles n'était la surprise. C'est une accusation grave. C'est un crime grave. Vous avez un témoin. Oui. Aldridge resta silencieux un moment. Il déverrouilla la porte, la poussa et n'invita pas Caleb à l'entrer, ce qui dit à Caleb tout ce qu'il avait besoin de savoir sur la tournure que prendrait cette conversation. Harlan Doss est un homme respecté dans ce comté, Harding. Un homme qui fait beaucoup pour cette communauté. Le toit de l'école, le pont sur Fielder Road. Je ne vous ai pas interrogé sur le toit de l'école. La voix de Caleb était plate. Je vous ai demandé de faire votre travail. Aldridge se retourna. Sa mâchoire s'était figée dans cette ligne têtue particulière d'un homme qui avait pris sa décision avant le début de la conversation et qui ne faisait maintenant que jouer l'inconfort d'avoir l'air de l'envisager. Apportez-moi quelque chose d'officiel, une déclaration sous serment, un témoignage écrit, et j'y jetterai un œil. Mais je ne vais pas me rendre sur le domaine de Doss sur la parole de je ne sais qui à qui vous avez parlé. Et je n'ouvre pas d'enquête sur Harlan Doss sur la base de rien d'autre qu'une rumeur. Un enfant a vu son père se faire tirer une balle dans le visage, dit Caleb. Ce n'est pas une rumeur. Amenez-moi l'enfant, dit Aldridge, par écrit, signé, pour que vous puissiez dire à Doss qu'il existe. Caleb soutint le regard de l'homme pendant un long et froid moment. Puis il se tourna et retourna vers Ranger. Il traversa Dusty Creek au pas, ce qu'il n'avait pas prévu de faire. Mais le trajet jusqu'au bureau d'Aldridge l'avait fait passer juste devant la rue principale, et quelque chose l'avait fait ralentir. Quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer. Un instinct d'une autre version de lui-même. La version qui avait passé 14 ans à lire les villes comme d'autres hommes lisent le temps qu'il fait. Ce qu'il vit sur la rue principale, c'était une ville qui jouait la normalité avec un peu trop d'effort. Madame Claravin derrière le comptoir de son magasin général, la tête baissée, ne levant pas les yeux quand il passa. Le révérend Mills sur les marches de l'église, le regardant avec une expression soigneusement et délibérément vide.
2 hommes devant le magasin d'aliments pour bétail, dont la conversation s'arrêta au moment même où Caleb passa devant eux avec Ranger et ne reprit que lorsqu'il fut à 20 pieds plus loin. Cette ville savait. C'est ce que Caleb comprit lors de cette longue promenade sur la rue principale. Il savait que Daniel Voss était mort. Ils savaient qui l'avait fait. Et ils avaient arrangé leurs visages autour de cette connaissance, les avaient figés dans des expressions de vie ordinaire et avaient décidé, chacun d'entre eux, que la distance entre ce qu'ils savaient et ce qu'ils diraient était une distance qu'ils étaient prêts à maintenir. Il avait déjà vu ça. Il l'avait vu dans chaque ville où il avait travaillé. La géométrie morale spécifique du silence. La façon dont les gens calculent que parler coûte plus cher que de rester silencieux. Puis font la paix avec ce calcul en se disant bon, que ce n'est pas de la lâcheté. C'est du pragmatisme. C'est de l'autopréservation. C'est juste comme ça que les choses sont. Il avait fait ce calcul lui-même une fois. Il savait exactement ce que ça faisait de l'intérieur. Il retourna à son ranch, mit Ranger dans la grange, entra dans la cuisine et trouva Tommy assis à table, les 2 mains à plat sur le bois, regardant le mur. « Vous êtes allé voir Aldridge, » dit Tommy. Ce n'était pas une question. Caleb accrocha son manteau. « Oui, c'est l'homme de Doss. »« C'est un homme qui a fait des choix depuis longtemps, » dit Caleb. « Je devais savoir si ça l'avait changé. » Il tira la chaise en face du garçon et s'assit. Ça n'a pas changé. La mâchoire de Tommy travailla, alors personne ne va aider. Aldridge ne va pas aider. Caleb s'appuya sur la table avec ses 2 avant-bras. Ce n'est pas la même chose que personne. Il croisa le regard du garçon. Il y a un marshal fédéral en poste à Billings nommé Roy Beckett. J'ai travaillé avec lui il y a 11 ans. Il n'est pas l'homme de Harlan Doss. Il n'est l'homme de personne, sauf de la loi, ce qui est plus rare que ça ne devrait l'être. Il marqua une pause. Je vais lui écrire une lettre aujourd'hui. Je vais l'envoyer avec le cavalier le plus rapide que je puisse trouver. Et pendant que nous attendons sa réponse, tu ne quittes pas ce ranch. Tu ne te montres pas sur la route. Tu me comprends? Tommy le regardait à nouveau avec ce regard fracturé et prudent. « Pourquoi faites-vous ça? » « Parce que Cole Rains a abattu un homme devant son enfant, a remis son pistolet dans son étui et est parti vers le nord comme si de rien n'était, » dit Caleb. « Et je ne vais pas rester assis dans mon ranch à 3 miles de là et appeler ça « pas mes affaires ». Vous ne nous connaissez même pas. Je te connais maintenant. » La voix de Caleb était égale. « C'est suffisant. » Le garçon resta silencieux un moment. « Alors ils vont venir ici. Quand ils ne me trouveront pas sur la route, ils commenceront à vérifier les fermes. Ils viendront ici. »« Oui, » dit Caleb, « ils viendront, et vous n'avez pas peur de ça. » Caleb le regarda. Il pensa à Harlan Doss et Cole Rains et Frank Aldridge avec son expression soigneusement vide. Il pensa à 14 ans en tant que marshal, et à chaque ville où il était entré, sachant exactement à quelle vitesse les choses pouvaient mal tourner. Il pensa à ce qui arrive à un garçon de 9 ans sans famille et sans protection, quand l'homme qui le traque décide que le risque n'en vaut pas la peine. « J'ai eu peur de beaucoup de choses, » dit Caleb. « Je n'ai jamais eu peur de faire ce qui est juste. » Ce sont 2 conversations différentes. Il se leva. « Tu as faim? » Tommy cligna des yeux. Le changement de sujet sembla le déstabiliser une seconde. « Oui. »« Bien. » Caleb se dirigea vers le poêle. « Alors mangeons. Et après, nous allons parler de ce que tu as vu ce mardi-là. Chaque détail. Parce que quand Beckett viendra, et il viendra, je veux que tu sois prêt à le dire clairement, exactement et sans sourciller. » Il regarda par-dessus son épaule. « Tu peux faire ça? » La mâchoire du garçon était serrée. Ses mains sur la table n'étaient plus lâches et incertaines. Elles étaient plates et immobiles, avec l'immobilité spécifique de quelqu'un qui a pris une décision. « Mon papa a essayé de faire ce qui était juste, » dit Tommy doucement. « Ils l'ont tué pour ça. » Il leva les yeux. « Je ne laisserai pas ça être pour rien. » Caleb soutint le regard du garçon un moment, puis se retourna vers le poêle. « Non, dit-il, nous ne le laisserons pas. » La lettre est partie cet après-midi-là avec un cavalier nommé Pete Coulson, âgé de 17 ans, et le cavalier le plus rapide de la vallée du Sud, qui devait une dette à Caleb et ne posait pas de questions. Caleb plia la lettre, pressa son pouce dans le seau de cire et la lui tendit avec 2 instructions. Marshal de Billings, Roy Beckett, en main propre uniquement. Pete était parti avant que le soleil ne touche la crête. Caleb rentra et trouva Tommy sur le porche, regardant vers le nord. Regardant la route qui menait à Dusty Creek et la dépassait vers le domaine de Doss,
40 000 acres du Montana qu'un homme mort avait un jour défendu et qu'un enfant vivant représentait maintenant. Il va découvrir où je suis, dit Tommy sans se retourner. Dos, ça ne lui prendra pas longtemps. Probablement pas, acquiesça Caleb. Et puis il enverra Cole Rains ou viendra lui-même. Caleb posa sa main sur l'épaule du garçon. Bref, ferme, comme le fait un homme qui n'a pas de mots adéquats et le sait. Qu'il vienne. C'est ma terre et tu es sous mon toit. Et quoi que Cole Rains pense qu'il va se passer quand il franchira ma barrière, je te promets que ce n'est pas ce qui va réellement se passer. Tommy se tourna et le regarda. Le visage du garçon, dans la lumière de fin d'après-midi, était si jeune et si vieux à la fois. Un enfant qui avait été forcé d'acquérir une connaissance qu'aucun enfant ne devrait avoir apportée, se tenant à côté d'un homme qui avait abandonné sa raison d'être il y a 7 ans et qui commençait seulement maintenant, dans l'air froid de janvier d'un ranch du Montana, à comprendre que cette raison d'être l'avait attendu tout ce temps. Vous étiez un homme de loi, dit Tommy. Avant, je peux te le dire. Caleb regarda la route une fois. Qu'est-ce qui vous a fait démissionner? Une longue pause. Le vent souffla dans l'herbe au bord de la cour, quelque part au nord, sur une route qui était maintenant vide, mais qui ne le resterait pas. Harlan Doss faisait des calculs. J'ai perdu quelqu'un, dit Caleb, et j'ai décidé que le monde pouvait se débrouiller sans moi. Il resta silencieux un moment. Je me suis trompé sur ce point. Tommy l'observa avec ses yeux graves et prudents. « Vous êtes de retour maintenant? » demanda le garçon. Caleb baissa les yeux sur lui. Il pensa à Pete Coulson galopant vers Billings avec une lettre scellée. Il pensa à l'expression soigneusement vide de Frank Aldridge. Il pensa à Cole Rains remettant son pistolet dans son étui et partant vers le nord. Il pensa à un garçon de 9 ans qui était resté assis avec son père mourant dans le froid de janvier parce qu'il n'y avait personne d'autre pour rester. « Oui, » dit Caleb Harding doucement. « Je crois que oui. » Et quelque part sur la route du Nord, sans qu'aucun des deux ne le sache encore, un cavalier avait déjà été envoyé vers le sud pour découvrir où le garçon Voss était allé. Et le matin qui approchait allait leur demander à tous les deux plus qu'ils n'avaient donné à quoi que ce soit depuis très longtemps. Mais pour l'instant, dans la dernière lumière d'un après-midi de janvier, sur un petit ranch à 3 miles d'une ville qui avait choisi de ne pas voir, un homme et un garçon se tenaient ensemble sur un porche et regardaient la route. Et pour la première fois en 9 jours, Tommy Voss ne fuyait pas. Cole Rains franchit la barrière à midi le lendemain. Caleb entendit les chevaux avant de les voir. 2 cavaliers sans se presser, à l'allure décontractée particulière des hommes qui ne ressentent pas le besoin de s'annoncer, parce que l'annonce est intégrée à ce qu'ils sont. Il fendait du bois sur le côté de la maison quand ils remontèrent le chemin, et il posa la hache contre le billot, se redressa et attendit. Tommy était à l'intérieur. Caleb lui avait dit ce matin-là, calmement et sans drame, que s'il entendait des chevaux sur la route, il devait aller dans la chambre du fond, y rester et ne pas faire de bruit, peu importe ce qu'il entendait à travers les murs. Le garçon avait hoché la tête une fois, de la manière dont il hochait la tête quand il comprenait quelque chose complètement et n'avait pas besoin qu'on le lui explique 2 fois. Cole Rains était un homme sec et buriné d'une 40aine d'années, avec un visage qui avait été beau autrefois et qui avait depuis été réarrangé par des années de travail en plein air et de cruauté délibérée en quelque chose de plus dur et de moins lisible. Il avait des yeux gris pâles qui bougeaient constamment, cataloguant. C'était le genre d'homme qui comptait les choses, les sorties, les distances, la position des mains des autres hommes. Il s'arrêta à 10 pieds de l'endroit où se tenait Caleb et le regarda de haut avec une expression de parfaite amabilité. « Harding, dit-il, ça fait longtemps. » En effet. Caleb garda les mains ballantes le long de son corps. « Que puis-je faire pour vous, Rains? » « Juste une visite de courtoisie. » Rains descendit de son cheval avec l'aisance d'un homme qui avait passé plus de sa vie en selle qu'à pied. Le second cavalier resta monté, ce que Caleb nota sans en avoir l'air. « Monsieur Doss m'a demandé de vérifier les fermes de la vallée du Sud, m'assurer que tout est en ordre après ce coup de froid de la semaine dernière. »« Tout est en ordre, dit Caleb. »« Bien, bien. » Rains regarda la cour avec ce regard de catalogueur. « Vous êtes seul par ici ces temps-ci? »« Seul depuis 7 ans, dit Caleb. Rien n'a changé. » Rains accentua légèrement son amabilité, ce qui la rendit pire plutôt que meilleure. « Vous avez entendu parler de cette affaire avec le bail des Voss? Daniel Voss qui est décédé. » Caleb le regarda.
J'ai entendu. Chose terrible. Un homme laisse un garçon derrière lui. Personne pour le recueillir. Rains secoua la tête avec une tristesse étudiée qui n'atteignit pas ses yeux. Monsieur Dawes s'est inquiété pour l'enfant. Il veut s'assurer que le garçon est correctement pris en charge. Vous ne l'auriez pas vu passer par ici par hasard? L'air entre les deux hommes avait la qualité spécifique d'une conversation qui portait sur deux choses complètement différentes en même temps. Je ne peux pas dire que oui, dit Caleb. Rains soutint son regard un moment. L'amabilité ne bougea pas. C'était ça, avec Cole Rains. L'amabilité ne bougeait jamais, ce qui était exactement ce qui la rendait dangereuse. Un homme qui montre sa colère est un homme qui vous a donné une information. Un homme qui garde son visage impassible a décidé de garder ses options ouvertes. Si vous le voyez, dit Rains, M. Doss apprécierait de le savoir. Le garçon est un mineur sans tuteur. Il y a des responsabilités légales en jeu. Il marqua une pause. On ne voudrait pas qu'il lui arrive quelque chose, seul dehors en janvier. Non, acquiesça Caleb. On ne voudrait pas ça. Rains le regarda un instant de plus. Puis il toucha le bord de son chapeau, remonta un selle et repartit par où il était venu, sans se presser, le second cavalier le suivant. Caleb resta dans la cour et les regarda jusqu'à ce qu'il soit hors de sa propriété. Puis il rentra. Tommy était dans la chambre du fond, exactement là où il était censé être, assis par terre, le dos contre le cadre du lit et les genoux ramenés contre sa poitrine. Il entendit les pas de Caleb et leva les yeux. « C'était Rains ?» demanda-t-il. C'était lui. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait savoir si tu étais ici. Caleb tira la chaise du coin et s'assit. Il voulait aussi que je sache qu'il posait la question. C'est la partie qui compte. Le front de Tommy se plissa. Je ne comprends pas. Il ne te cherchait pas vraiment aujourd'hui. Il sait que tu pourrais être n'importe où dans cette vallée. Il est venu pour savoir si j'allais être un problème. Caleb se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Maintenant, il sait que je pourrais l'être, ce qui signifie que Doss le saura ce soir. Tommy absorba l'information. Alors, ils reviendront avec plus d'hommes et un autre genre de questions. Caleb croisa les yeux du garçon, ce qui signifie que nous devons agir plus vite que je ne l'avais prévu. Je ne peux pas attendre que Beckett réponde à son propre rythme. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller à Dusty Creek cet après-midi. Il y a des gens dans cette ville qui connaissaient ton père. De bonnes personnes qui sont restées silencieuses parce qu'elles n'avaient personne pour faire du bruit à leur côté. Il marqua une pause. Je pense qu'il est temps de découvrir à quel point ils veulent vraiment rester silencieux. Tommy le regarda avec ce vieux regard prudent et calculateur. Vous pensez que les gens de cette ville vont tenir tête à Harlan Doss? Je pense que certains d'entre eux attendaient une raison de le faire, dit Caleb. La peur, ce n'est pas la même chose que l'indifférence. Je l'ai appris à mes dépens. Il se rendit à Dusty Creek à 3 heures de l'après-midi et alla d'abord au magasin général. Clara Vane leva les yeux quand la porte s'ouvrit et son expression fit la même chose que la veille sur la rue principale, ce figement prudent et délibéré dans le vide. Mais Caleb avait grandi dans des villes comme celle-ci et il connaissait la différence entre un visage vide et un visage creux. Et le visage de Clara Vane n'était pas creux. « Madame Vane, dit-il. Monsieur Harding. » Elle garda ses mains occupées avec le bocal qu'elle était en train de ranger. « Vous connaissiez Daniel Voss? » Ses mains s'immobilisèrent sur le bocal. Tout le monde connaissait Daniel Voss. « À quel point? » Une pause. Elle posa le bocal. « As-tu demandé? » Se retourna et le regarda avec l'expression d'une femme qui avait calculé le coût d'une chose pendant plusieurs jours et était finalement arrivée à une réponse. Assez bien pour que, quand j'ai appris ce qui s'était passé, je ferme plus tôt, je rentre chez moi et je reste assise à ma table de cuisine pendant 2 heures sans pouvoir manger mon souper. Sa voix était stable, factuelle et pleine de quelque chose de très fermement contenu. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Caleb dit qu'il a laissé un garçon. Je sais, le garçon est en sécurité en ce moment. J'essaie de le garder ainsi. Caleb posa ses 2 mains à plat sur le comptoir. J'ai écrit à Roy Beckett à Billings, un marshal fédéral. Mais Rains est venu à mon ranch ce matin pour poser des questions, ce qui signifie que Doss va agir avant que Beckett ne puisse arriver. J'ai besoin que les gens de cette ville soient prêts à dire à voix haute ce qu'ils savent sur la mort de Daniel Voss. Clara Vane le regarda longuement.
Le magasin était silencieux autour d'eux. Le silence particulier de fin d'après-midi d'une petite ville vacant à ses occupations ordinaires, avec une chose extraordinaire logée dans sa poitrine. Vous me demandez de m'opposer à Harlan Doss, dit-elle. Je vous demande de dire la vérité sur ce que vous savez. Caleb dit que ce n'est pas la même chose, même si ça en aura l'air. C'est la même chose dans ce comté. Mais sa voix ne refusait pas. Elle identifiait le coup, ce qui était une chose entièrement différente. Mon mari a un contrat de céréales avec l'exploitation de Doss. Si nous perdons ce contrat, je comprends. Caleb ne bougea pas. Je ne vais pas vous dire que le risque n'est pas réel. Il l'est. Je demande juste si le risque de rester silencieux est aussi réel. Il marqua une pause. Tommy Voss a 9 ans. Il a vu son père mourir et il a couru 3 jours en janvier, pieds nus, et il est assis dans ma chambre du fond en ce moment, essayant de décider s'il y a un seul adulte en ce monde en qui il peut avoir confiance. Il soutint son regard. Il mérite une réponse. Clara Vane regarda le comptoir entre eux. Elle pinça les lèvres puis les relâcha. Raymond Tuttle, dit-elle doucement, le greffier du comté. Il a classé des papiers pour Doss auparavant, des documents avec lesquels il n'était pas à l'aise. Il en a parlé à mon mari il y a 2 hivers, après avoir trop bu à la fête de l'église. Ses yeux se levèrent. Il ne l'a jamais dit à personne d'officiel, mais il l'a dit à Walter. Et Walter me l'a dit, et je vis avec ça depuis. Elle s'arrêta. Si vous allez voir Raymond et que vous lui dites ce que vous m'avez dit, je pense qu'il pourrait être prêt à arrêter de vivre avec ça. Caleb se redressa. Merci, Madame Vane. Ne me remerciez pas encore. Sa voix était sèche. Je n'ai rien fait d'autre que parler dans mon propre magasin. Mais quelque chose avait changé sur son visage. Le vide avait disparu, remplacé par quelque chose de plus vif et de plus présent. Sortez ce garçon de là. Vous m'entendez? Sortez-le de là. C'est le plan, dit Caleb. Raymond Tuttle était un petit homme précis, d'une 50aine d'années, qui portait son malaise comme d'autres hommes portent des chapeaux, en permanence et légèrement incliné sur le côté. Il était à son bureau au greffe quand Caleb entra, et la façon dont ses mains s'immobilisèrent sur ses papiers quand il vit qui avait franchi la porte disait tout ce que Clara Vane lui avait déjà dit. Harding, la voix de Tuttle était prudente. J'ai besoin de voir l'accord de bail des Voss, dit Caleb, le dépôt original et tout ce que Harlan Doss a déposé auprès de ce comté au cours des 5 dernières années. Les mains de Tuttle bougèrent très légèrement sur le bureau. Ce sont des archives du comté. Elles sont publiques, dit Caleb. Par la loi. Un silence. Tuttle le regarda avec l'expression d'un homme au bord de quelque chose, essayant de décider si la chute était survivable. Elle vous a envoyé, dit finalement Tuttle. Ce n'était pas une question. Elle m'a montré la bonne direction, dit Caleb. Le reste est votre décision. Tuttle resta silencieux un long moment, puis il se recula de son bureau et alla dans l'arrière-salle. Il en sortit avec une pile de dossiers, les posa sur la longue table sans un mot, et Caleb s'assit et commença à lire. Ce qu'il trouva dans ces dossiers confirma tout ce que Tommy lui avait dit et ajouta des dimensions que le garçon n'aurait pas pu connaître. L'accord de bail original des Voss était là, des conditions raisonnables, un langage standard, un document légitime. Et à côté, déposé 8 mois plus tard, se trouvait une version modifiée avec le nom de l'avocat de Doss et des clauses clés réécrites dans un langage assez subtil pour qu'un examen rapide ne révèle pas la différence. Les taux d'intérêt avaient triplé. Les dispositions de défaut avaient été discrètement modifiées pour permettre un transfert immédiat des terres, plutôt que la période de correction de 60 jours spécifiée dans l'original. Il y avait 3 autres dossiers avec le même schéma. 3 autres familles, des noms différents, la même écriture sur les amendements, la même signature d'avocat, les mêmes changements subtils de langage qui transformaient un accord équitable en un piège avec une porte qui ne s'ouvrait que dans un sens. Caleb resta assis avec ses dossiers pendant 40 minutes. Quand il leva les yeux, Tuttle se tenait dans l'embrasure de la porte de l'arrière-salle, l'observant. « Vous avez déjà vu ça, » dit Caleb. Ce n'était pas une question. La mâchoire de Tuttle bougea. « J'ai classé ce qu'on m'a apporté. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Un autre silence. Tuttle s'approcha lentement de la table et s'assit sur la chaise contre le mur. Il regarda ses mains. C'étaient les mains d'un homme qui avait passé 30 ans à faire un travail minutieux avec des documents et des chiffres et qui avait compris à un certain niveau ce que certains de ces documents signifiaient
et qui avait fait une série de choix pour continuer à faire son travail minutieux malgré tout. J'ai une femme, dit Tuttle doucement, 2 filles à l'école. Doss a 3 hommes au conseil du comté. Si je signale ces dépôts, je perds ce poste en moins d'1 an, peut-être plus vite. Je sais, dit Caleb, je ne vous demande pas de le faire seul. Il se pencha en avant. Je vous demande d'être prêt. Quand Beckett arrivera à Mardi Chas, et il arrivera, il aura besoin de quelqu'un qui puisse le guider à travers ses documents et expliquer les divergences dans un langage qu'un juge comprendra. Cette personne doit être vous. Pas moi, pas un éleveur à 3 miles au sud. Vous. Il marqua une pause. Parce que vous êtes le greffier. Votre témoignage sur ce qui a été déposé et ce que cela signifie a un poids que personne d'autre n'a. Tuttle regarda la pile de dossiers sur la table. Il les regarda longuement, de la manière dont un homme regarde quelque chose qu'il a évité de regarder directement. Daniel Voss, dit-il, sa voix avait changé, plus basse, dépouillée du registre officiel et prudent. Il est venu ici 2 semaines avant de mourir. Il m'a demandé de sortir son dossier de bail. Il avait reçu une lettre d'un avocat de Billings disant que la version modifiée pourrait ne pas être exécutoire. Tuttle s'arrêta. Je l'ai sorti. Il se tenait juste là et je l'ai regardé comparer les 2 versions. Un autre arrêt. Il savait. Dès qu'il les a vus ensemble, il a su ce qu'on lui avait fait. Il m'a regardé et il a dit « Monsieur Tuttle, ce ne sont pas les mêmes documents. » Les mains de Tuttle se pressèrent d'aplat sur la table. Et j'ai dit « Monsieur Voss, je ne peux classer que ce qu'on m'apporte. » Et il est parti. Il leva les yeux. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Le bureau était très silencieux. J'ai pensé à cette conversation tous les jours depuis que j'ai appris qu'il était mort, dit Tuttle. Chaque jour. Caleb le regarda fixement. Alors aidez-moi à faire en sorte que son fils ne finisse pas de la même manière. Tuttle soutint son regard un long moment. Quelque chose traversa son visage. Pas du courage, pas exactement, pas encore, mais la chose qui vient juste avant le courage. La décision que le poids de ce que vous avez porté est finalement plus lourd que le poids de ce que l'action vous coûtera. Quand Beckett arrivera, dit Tuttle lentement, j'aurai tous les documents prêts, chaque dépôt. Je le guiderai à travers chacun d'eux. Il marqua une pause. Tous. Caleb se leva. Il remit son chapeau. Merci, Raymond. Tuttle regarda les dossiers. Ne me remerciez pas, dit-il doucement. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Caleb repartit vers le sud dans la lumière déclinante de janvier, avec le froid mordant des montagnes et la route vide dans les 2 sens, ce qui pouvait ne rien signifier ou signifier que Rains avait des cavaliers postés hors de la piste principale, guettant exactement ceci. Un homme revenant de la ville avec la posture particulière de quelqu'un qui avait accompli quelque chose. Il garda sa main près de son fusil et ses yeux en mouvement, et pensa à Tommy dans la chambre du fond du ranch, à Clara Vane derrière son comptoir, la mâchoire serrée, et à Raymond Tuttle assis seul dans le bureau du greffier avec une pile de dossiers qui racontait l'histoire de ce que Arlen Doss avait bâti dans ce comté et de ce que cela avait coûté aux gens qui se dressaient sur son chemin. Un par un, les silencieux trouvèrent leur voix. Pas fort, pas encore. Mais le silence se fissurait. Et Caleb avait été dans assez de comtés, dans assez de situations pour comprendre ce que cela signifiait, qu'il y avait un point où les gens qui avaient enduré cessaient d'endurer. Et quand ce point arrivait, il arrivait d'un seul coup. Il atteignait le ranch sans incident. Il mit Ranger au box, entra et trouva Tommy à la table de la cuisine avec un verre d'eau et l'expression d'un garçon qui avait passé l'après-midi à envisager tous les pires scénarios possibles et attendait maintenant de savoir lequel était arrivé. Caleb accrocha son manteau et s'assit en face de lui. « Rains retournera voir Doss ce soir, dit-il. Au matin, Doss saura que j'ai posé des questions en ville, ce qui signifie que demain sera un jour différent. » Les mains de Tommy se resserrèrent sur le verre. À quel point différent? Caleb regarda le garçon, la détermination de sa mâchoire, adopter sa mâchoire, la fermeté de son regard et le courage d'un enfant de 9 ans qui se maintenait par la seule force d'un chagrin trop grand pour être porté avec grâce. « Assez différent, dit Caleb, pour que j'aie besoin que tu me dises maintenant chaque chose que tu as vue ce mardi matin, chaque mot que Cole Rains a dit, chaque homme qui était là, chaque détail dont tu te souviens. » Tommy posa le verre. Il se redressa sur sa chaise. Et à la lueur de la lampe de cette petite cuisine du Montana, il commença à parler. Tommy parla pendant 2 heures.
Il parla comme une personne qui a gardé quelque chose en elle si longtemps que le fait de le garder est devenu une sorte de blessure. Prudemment d'abord, puis plus vite, puis avec une platitude qui était pire que tout, le registre émotionnel spécifique d'un enfant qui a appris que s'il ne met pas de distance entre lui et ce qu'il décrit, il ne pourra pas le décrire du tout. Caleb n'interrompit pas. Il resta assis en face, son café refroidissant, et écouta. Et quand Tommy s'arrêtait pour respirer ou pour se couvrir les yeux un moment, Caleb attendait sans combler le silence, car il comprenait que certains silences doivent être respectés plutôt que réparés. Cole Raines était venu avec deux hommes. Leur nom, pour autant que Tommy les connaisse, était Dutch et un homme que tout le monde appelait Sutter. Dutch était un homme large avec une barbe rousse qui avait travaillé pour Dawes pendant 3 ans. Sutter était plus jeune, 20 ans peut-être, et avait l'air de quelqu'un qui était encore en train de décider quel genre d'homme il allait être, ce qui, selon l'expérience de Caleb, le rendait plus dangereux que Dutch, pas moins. Raines avait mené la conversation. Il avait dit à Daniel Voss que le bail modifié était valide, que l'avocat de Billings n'avait aucune autorité pour contester un document déjà déposé auprès du comté et que si Voss tentait de poursuivre l'affaire, Dawes serait contraint de réclamer la totalité de la dette immédiatement plutôt que d'attendre le processus de transfert standard. Daniel Voss lui avait dit non. Il l'avait dit doucement, selon Tommy. Pas en colère, pas fort. Il s'était tenu sur son propre porche avec la lettre de l'avocat de Billings à la main et il avait dit « Je vais voir un juge, Cole, et je vais lui montrer les 2 versions de ce papier et le laisser décider de ce qu'elles signifient. C'est tout ce que je vais faire. C'est la fin de l'histoire. » Fin de l'histoire. Je sais. La voix de Tommy était creuse. C'est la partie la plus difficile. Que j'ai fait ce qu'il fallait. Caleb comprit exactement ce que le garçon voulait dire. Que l'instinct de survie qui l'avait maintenu en vie et caché était aussi la chose pour laquelle il se punissait. Le fait que la chose juste et la bonne chose n'avaient pas été la même chose, et il avait 9 ans et devait vivre avec cette distinction. Caleb dit, quoi qu'il ait voulu à ce moment-là, c'était ce qu'il voulait le plus, que tu sois en vie. Il marqua une pause. Ne porte pas la culpabilité de survivre. Ce n'est pas à toi de l'apporter. Tommy pinça les lèvres, hocha la tête une fois et regarda la table. Va dormir un peu, dit Caleb. Demain va nous en demander beaucoup à tous les deux. Il avait raison sur ce point. Harlan Dawes vint lui-même à 10 heures du matin. Pas Raines cette fois. Dawes, avec 4 cavaliers derrière lui et la confiance particulière et tranquille d'un homme qui a décidé que la situation avait dépassé le point où envoyer des employés suffisait. Caleb était sur le porche quand ils arrivèrent. Il s'y attendait depuis avant l'aube, et cette attente l'avait calmé plutôt que de le perturber. La préparation était toujours différente de l'angoisse. Harlan Dawes avait 60 ans et ressemblait à la prospérité. C'était le seul mot pour le décrire. Il était bien habillé, bien nourri et se déplaçait avec l'aisance d'un homme qui avait passé des décennies à être la présence la plus imposante dans chaque pièce où il entrait. Il avait un visage large qui souriait facilement et des yeux qui ne souriaient pas du tout, jamais, en aucune circonstance. Les yeux étaient le signe révélateur, si on en cherchait un. Il descendit de cheval et se dirigea vers le porche, les mains visibles et une expression d'amabilité qui semblait sincère. Et Caleb pensa pas pour la première fois que les hommes les plus dangereux qu'il ait jamais rencontrés en 14 ans, comme Marshall, avaient toujours été ceux qui avaient perfectionné la performance de la raison. Caleb Harding, dit Dawes, comme si le nom lui-même était une agréable surprise. Je ne pense pas que nous nous soyons parlé directement avant. Non, dit Caleb. C'est dommage. Dawes s'arrêta au pied des marches du porche et le regarda. J'ai toujours eu du respect pour ce que vous avez fait en tant que Marshall. Ce genre de service à une communauté n'est pas assez reconnu. Il marqua une pause. Je crois comprendre que vous avez eu une conversation avec Raymond Tuttle hier. Je consulte parfois les archives publiques, dit Caleb. C'est légal. Dawes sourit. Bien sûr que ça l'est. Bien sûr. Il posa une botte sur la première marche, sans monter, juste pour occuper l'espace. Je comprends aussi que Cole est venu ici hier et que vous lui avez dit que vous n'aviez pas vu le garçon Voss. Son ton ne changea pas. J'espère que cette information est toujours exacte. Qu'est-ce que vous voulez exactement, Dawes? Je veux ce qu'il y a de mieux pour cet enfant. La sincérité dans sa voix était remarquable. Un homme de moindre envergure aurait laissé la performance faillir à ce stade.
Doss n'avait pas bougé d'un muscle. C'est un mineur sans famille, sans tuteur et sans ressources. Ce dont il a besoin, c'est de quelqu'un de responsable pour le prendre en charge. S'assurer qu'il est correctement soigné, éduqué et qu'on lui donne un avenir. Il écarta les mains. Je suis prêt à fournir cela. Par bonté de cœur, dit Caleb. Par sens de la responsabilité communautaire. Doss soutint son regard. Le garçon a peut-être des idées confuses sur ce qui est arrivé à son père. Le deuil fait ça aux enfants. Ce dont il a besoin, c'est de stabilité, de temps, de la bonne orientation pour l'aider à comprendre que ce qu'il pense avoir vu et ce qui s'est réellement passé sont deux choses différentes. L'air sur le porche devint très calme. Il n'a pas d'idées confuses, dit Caleb. Sa voix sortit calme et complètement plate. Il a une mémoire claire et deux yeux qui fonctionnaient bien ce mardi matin-là. Et il n'y a pas assez de temps dans le monde, ni assez d'orientation de quelque source que ce soit, qui changera ce qu'il a vu en quelque chose de différent. Il regarda Doss directement. Nous le savons tous les deux. Alors ne faisons pas semblant. Pendant un instant, moins d'une seconde, quelque chose bougea derrière les yeux de Harlan Doss, qui n'avait rien à voir avec l'amabilité, la raison ou la responsabilité communautaire. Quelque chose de froid, de très concentré et d'entièrement honnête. Puis ce fut parti et le sourire était de retour. Mais c'était un sourire différent, plus mince, la performance d'un homme qui a décidé que le public n'avait plus d'importance. Vous faites une grave erreur, dit Doss. J'ai déjà entendu ça. Caleb posa sa main sur le poteau du poche, généralement de la part d'hommes qui se sont avérés avoir tort. J'ai des avocats à Billings et à Helena. J'ai 3 membres du conseil du comté. J'ai Frank Aldridge. La voix de Doss avait perdu toute sa chaleur, pas de manière dramatique, mais régulièrement, comme la température baisse avant une tempête. Vous avez un ranch usé et un marshal fédéral à qui vous avez écrit une lettre, qui peut ou non choisir de faire de ce comté sa priorité. Il marqua une pause. Vous ne pouvez pas protéger ce garçon. Pas de moi. Pas avec ce que vous avez. J'ai ce qui s'est passé sur ce porche, dit Caleb. Et un enfant qui se tiendra devant un juge et dira exactement ce qu'il a vu. C'est ce que j'ai, et d'après mon expérience, c'est plus que ce que vous pensez. Doss le regarda un long moment. Puis il se tourna, retourna à son cheval et remonta en selle avec la même aisance tranquille. Il regarda Caleb de haut. Dernière chance, dit-il. Donnez-moi le garçon. Éloignez-vous de tout ça. Je veillerai à ce que votre contrat de céréales pour la saison de printemps soit renouvelé à un taux favorable et que personne dans ce comté n'ait de raison de vous rendre la vie difficile. Il le dit comme un homme propose un arrangement commercial, car c'est ce que c'était pour lui. Ou ne le faites pas et découvrez ce que ça coûte. Quittez ma terre, dit Caleb. Doss soutint son regard un dernier instant. Puis il tourna son cheval et lui et ses 4 cavaliers repartirent sur la piste. Et Caleb resta sur le porche, les regardant partir, et sentit la qualité spécifique d'une porte qui se fermait et ne se rouvrirait plus. Tommy apparut dans l'embrasure de la porte derrière lui. « J'ai entendu, dit le garçon, je sais. Il va faire quelque chose ce soir. » La voix de Tommy était stable, 9 ans et stable. C'est ce qu'il fait. Il est venu vous donner une chance de reculer, et vous ne l'avez pas faite, un homme. Et maintenant, il va faire quelque chose pour vous montrer ce que ça coûte. Oui, dit Caleb, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Caleb entra, alla à la cuisine et écrivit 2 notes. La première était pour Clara Vane, la seconde pour Raymond Tuttle. Il les donna toutes les 2 à Tommy avec des instructions de rester bas en selle, de prendre le sentier du sud, pas la route principale, de les laisser sous la porte du magasin et la porte du bureau du greffier, et de revenir vite. Tommy prit les notes et le regarda. « Vous m'envoyez en ville seul. »« J'ai besoin que tu bouges, » dit Caleb. « Les hommes de Doss vont surveiller ce ranch. S'ils me voient partir, ils me suivront. S'ils voient un garçon sur un cheval rapide prendre le sentier du sud dans les arbres, ils pourraient ne pas réagir assez vite pour que ça compte. » Il croisa les yeux de Tommy. « Tu peux faire ça? »« Oui. Va vite. Ne t'arrête pour personne sur la route. Si quelqu'un arrive à côté de toi, tu coupes dans les arbres et tu ne reviens pas sur la route avant qu'il ne soit parti. » Il posa sa main sur l'épaule du garçon. « Tu me reviens. Quoi qu'il arrive d'autre, tu me reviens. » Tommy le regarda avec ses yeux graves et prudents. « À quoi servent les notes? Je demande à Clara de rassembler tous ceux qui, dans cette ville, sont prêts à venir à ce ranch ce soir. Pas demain, ce soir. »
La voix de Caleb était égale, et je demande à Raymond d'apporter le dossier de bail original des Voss et tout ce qu'il peut transporter qui documente ce que Doss a déposé au cours des 5 dernières années. Vous faites venir des gens ici, dit Tommy lentement. Des témoins. Doss peut brûler ma clôture, dit Caleb. Il peut mettre des hommes sur ma route. Il peut appliquer toutes sortes de pressions qu'un homme puissant dans un petit comté sait appliquer. Mais il ne peut pas le faire devant 15 personnes prêtes à dire qu'elles l'ont vu. Il marqua une pause. C'est la seule protection que je sais comment construire dans le temps que nous avons. Tommy resta silencieux un moment. Puis il prit les notes et alla à la grange. Caleb passa l'après-midi à faire 3 choses. Il nettoya son fusil avec l'attention particulière d'un homme qui a besoin d'occuper ses mains pendant que son esprit travaille. Il écrivit une deuxième lettre à Roy Beckett, plus courte que la première, avec les détails spécifiques que Tommy lui avait donnés la nuit précédente. Les noms, la date, la séquence des événements sur le porche des Voss. Il la scella et la posa près de la porte. Et il s'assit à la table de la cuisine et pensa à l'arithmétique de ce qui allait arriver. Doss avait des ressources. Il avait des hommes, de l'argent, une infrastructure juridique et un shérif qui détournait le regard sur demande. Ce qu'il n'avait pas, c'était la vitesse. Le conseil du comté bougeait lentement. Les avocats déposaient des papiers selon des calendriers. Les mécanismes du pouvoir institutionnel, Caleb l'avait appris en 14 ans, étaient puissants, mais pas rapides. Et la seule chose qui bougeait plus vite que tout cela, c'était le témoignage d'un témoin qui avait déjà été entendu par les bonnes personnes. Tommy revint 1 heure avant la tombée de la nuit, le visage rouge d'avoir chevauché, et avec le regard vif et particulier d'un enfant qui a fait quelque chose qui lui faisait peur et qui n'est pas encore sûr d'en être fier. Madame Vane a lu la note juste devant moi, dit-il en descendant de selle. Elle ne l'a même pas fini avant d'aller à l'arrière et de commencer à mettre son manteau. Il marqua une pause. Elle a dit de vous dire qu'elle aurait 8 personnes ici à 9 heures. Bien, dit Caleb. Et Tuttle? L'expression de Tommy changea. Il était debout dans son bureau, tenant la note quand je suis parti. Il n'avait pas bougé. Il regarda Caleb. Il avait de l'air effrayé. Il a peur, dit Caleb. Ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas. Ils soupèrent presque en silence, le genre de silence confortable qui s'était installé entre eux en 4 jours. 2 personnes qui avaient épuisé les banalités très tôt et découvert qu'elles n'en avaient pas besoin. Le feu était bon, le vent était mauvais dehors, et quelque part au nord du sentier sud, dans une grande maison sur 40 000 acres du Montana, Harlan Doss faisait le calcul que les hommes comme lui faisaient toujours lorsque l'architecture soignée de leur pouvoir commençait à se fissurer. Quelle force est requise et à quelle vitesse? Le premier cavalier arriva à 8h30. Silas Pouet, menant son cheval par la bride, le chapeau à la main, quand Caleb ouvrit la porte. Caleb connaissait vaguement Pouet, un éleveur de la vallée du Sud, la quarantaine, avec le visage honnête et buriné d'un homme qui travaillait sa propre terre et n'avait rien demandé à personne depuis longtemps. J'étais à l'exploitation de Doss pendant 2 saisons, dit Pouet sans préambule, debout dans l'embrasure de la porte, avant d'avoir assez pour acheter ma propre terre. J'ai vu des choses là-bas. Il s'arrêta. Je n'ai jamais rien dit parce que j'avais une famille à nourrir et aucun moyen de combattre ce que je voyais. Il regarda Caleb, puis au-delà de lui, Tommy assis à la table de la cuisine. J'ai entendu ce qui est arrivé à Daniel Voss. Je connaissais Daniel. C'était un homme bon qui faisait tout correctement et ça ne l'a pas protégé. Sa mâchoire se contracta. Je ne veux pas être un homme qui savait et qui s'est tué une deuxième fois. Entrez, dit Caleb. À 9 heures, il y avait 11 personnes dans sa cuisine et son salon. Clara Vane, son mari Walter Pouet, 3 familles de l'extrémité sud de la vallée, dont Caleb a pris les noms ce soir-là pour la première fois. Un jeune homme d'environ 20 ans qui s'avéra être le fils d'une des autres familles à qui Doss avait pris des terres 2 ans plus tôt. Et à 9h moins 5, Raymond Tuttle, qui arriva avec une sacoche en cuir sous le bras, et l'expression d'un homme qui avait passé les 6 dernières heures à décider s'il devait franchir une porte, et l'avait finalement franchi. Tuttle s'assit à la table, ouvrit la sacoche et commença à disposer des documents avec la précision minutieuse d'un homme qui comprenait que l'ordre dans lequel les choses étaient présentées importait autant que ce qu'elles disaient. Tommy regarda tout cela depuis sa chaise dans le coin. Il regarda 11 personnes remplir une cuisine qui avait été vide pendant 7 ans. Il les regarda s'asseoir, leur chapeau à la main, leur visage portant le poids de choses qu'ils avaient gardées trop longtemps.
Il regarda les mains de Raymond Tuttle se déplacer régulièrement sur la table, arrangeant les preuves de ce qui avait été fait à son père et à d'autres. Et puis quelque chose se produisit sur le visage du garçon que Caleb n'y avait jamais vu auparavant. Pas le regard fracturé, prudent et calculateur. Pas la platitude contrôlée de quelqu'un qui gère son chagrin en le tenant à distance. Quelque chose de plus jeune et de plus ouvert que l'un ou l'autre. L'expression d'un enfant qui réalise pour la première fois, et avec toute la force de la surprise, qu'il n'est pas seul. Caleb le vit de l'autre côté de la pièce. Il ne dit rien. Il l'archiva simplement. Cette expression, de la manière dont un homme archive une chose qu'il sait qu'il devra se rappeler. Ce fut Clara Vane qui parla la première dans le silence assemblé de cette cuisine. Elle regarda les visages autour d'elle, puis elle dit simplement et clairement, « Qu'est-ce que nous devons faire? » Caleb posa ses mains sur la table. Il regarda 11 personnes qui avaient choisi, par une froide nuit de janvier, d'arrêter de calculer le coût de la parole et de parler quand même. Il pensa à la voix de Tommy pendant 2 heures la nuit précédente, plate et prudente, disant la vérité à un coût personnel énorme. Il pensa à Daniel Voss sur un porche, une lettre à la main, disant « Je vais voir un juge, Cole », et au garçon de 9 ans dans le tas de bois qui avait survécu pour dire ce qui s'était passé ensuite. « Voici ce que nous allons faire, » dit Caleb. Et dehors, quelque part sur la route du Nord, un cavalier se déplaçait rapidement dans l'obscurité vers le ranch de Arlandos. Et la nuit qui venait allait être du genre à diviser le temps en un avant et un après. Et tout le monde dans cette cuisine le comprenait, et personne ne partit. Caleb exposa le plan, comme il avait exposé chaque plan en 14 ans en tant que marshal. Pas avec une fausse confiance, pas avec des garanties qu'il ne pouvait pas faire, mais avec la clarté honnête et spécifique d'un homme qui comprenait que les gens faisant face à un risque réel méritaient de savoir exactement dans quoi ils s'engageaient. Il leur parla de la deuxième lettre à Beckett. Il leur dit ce que Raymond Tuttle avait dans sa sacoche et ce que cela prouvait sur le schéma des dépôts de Doss sur 5 ans. Il leur dit que le témoignage de Silas Pewitt sur ce qu'il avait vu à l'exploitation de Doss, combiné au récit de Tommy sur ce qui s'était passé sur le porche des Voss, donnait à un marshal fédéral assez d'éléments pour ouvrir une enquête criminelle qu'aucun conseil de comté et aucun shérif local ne pourrait clore. Puis il leur dit ce dont il avait besoin. « J'ai besoin de déclarations sous serment, dit-il, écrites, signées, attestées par au moins 2 autres personnes dans cette pièce. Tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vu, tout ce qui vous a été fait, ou à quelqu'un que vous connaissez qui est lié à Arlandos. » Il regarda autour de la table. Pas de rumeurs, pas ce que quelqu'un a dit à quelqu'un, ce que vous savez directement, ce que vous êtes prêt à dire devant un juge à voix haute. Walter Vane parla le premier. C'était un homme calme, le mari de Clara, avec les mains larges et prudentes de quelqu'un qui avait passé sa vie à travailler et l'expression d'une personne qui avait attendu un moment précis et l'avait reconnu quand il était arrivé. « Les hommes de Doss sont venus à notre magasin il y a 2 ans, dit-il. Ils nous ont dit que notre contrat de céréales serait annulé si nous accordions du crédit à la famille Harmon après qu'ils aient manqué à leur paiement de bail. Les Harmon ont perdu leur propriété en moins de 3 mois. Il marqua une pause. J'ai quand même accordé le crédit, mais je n'ai rien dit publiquement. Je me suis dit que ça ne suffisait pas pour compter. Il regarda ses mains. J'aimerais le dire maintenant, par écrit, si ça compte pour quelque chose. Ça compte, dit Caleb. Un par un, ils parlèrent. Le jeune homme, il s'appelait Eddie Crane, et son père avait perdu 60 acres sur la crête Est à cause d'un amendement de bail de Doss 18 mois auparavant, sortit une lettre pliée de la poche de son manteau que son père avait écrite la semaine avant de mourir d'une attaque, exposant chaque détail de ce qui avait été fait à l'accord foncier de sa famille. Eddie la portait depuis les funérailles, dit-il, ne sachant pas à qui la porter. Tuttle prit la lettre, l'examina et leva les yeux avec l'expression d'un homme faisant des calculs juridiques. C'est un témoignage écrit avec une signature. C'est admissible. Il regarda Eddie. Votre père savait ce qu'il faisait quand il a écrit ça. Il a dit qu'il ne voulait pas que ce soit juste un bout de papier dans une boîte, dit Eddie. Sa voix était contrôlée et très jeune. Il a dit que quelqu'un devait en faire quelque chose un jour. Tuttle le posa soigneusement à côté de ses autres documents. Ses mains, remarqua Caleb, avaient cessé de trembler. Ils écrivirent pendant 2 heures. Tuttle organisa tout, rédigea le langage formel,
guida chaque personne à travers la formulation spécifique qui aurait un poids juridique par opposition à la formulation qui ne porterait que des sentiments. Clara Vane et Pwitt furent témoins de chaque signature. Tommy resta assis dans son coin et regarda, sans parler, et personne ne le pressa de le faire, car tout le monde dans cette pièce comprenait sans qu'on le leur dise que le garçon avait déjà donné plus que sa part. Il était plus de 11 heures quand Caleb entendit des chevaux. Pas un ou deux cette fois, plus. Il leva la main et la pièce devint immédiatement silencieuse. 11 personnes qui avaient assez d'expérience collective du danger pour reconnaître le signal sans avoir besoin d'explication. Combien? Demanda doucement Walter Vane. Caleb était déjà à la fenêtre. 4, peut-être 5, se déplaçant lentement. Il se retourna. Personne ne sort. Personne n'ouvre cette porte à moins que je ne le dise. Quoi que vous entendiez, quoi qu'il se passe dehors, vous restez dans cette pièce et vous continuez à écrire. Il prit son fusil à côté de la porte. Vous me comprenez. Clara Vane se redressa sur sa chaise. Allez-y, dit-elle, de la manière dont une femme le dit quand elle veut dire « Nous nous occupons de ce qui est ici. Occupez-vous de ce qui est dehors. » Caleb sortit sur le porche. Ils étaient 5. Pas Doss cette fois, ni Rains. Des hommes que Caleb ne reconnaissait pas, ce qui lui indiquait qu'ils avaient été amenés de l'extérieur du comté. La décision spécifique d'un homme qui comprenait que l'utilisation de ses propres hommes pour ce genre de travail créait des témoins qu'il devrait gérer plus tard. Ils étaient à cheval, en ligne lâche au bord de la cour, avec la patience tranquille de gens à qui on avait donné un travail et assez de temps pour le faire correctement. Celui de devant avait une corde enroulée sur sa selle qu'il ne cherchait pas à cacher. Les deux à sa gauche portaient des torches qui n'étaient pas encore allumées. « Harding », dit l'homme de tête. Sa voix était plate et professionnelle. « Monsieur Dawes veut le garçon et les papiers. Il est prêt à être raisonnable sur la façon dont cela se termine. Mais cette offre a une courte durée. Vous avez fait venir 5 hommes ici dans le noir avec une corde et des torches, dit Caleb. Ça ne ressemble pas à de la raison. La corde et les torches sont un dernier recours. Le ton de l'homme ne changea pas. Donnez-nous le garçon et tout ce que Tuttle a apporté avec lui, et tout le monde dans cette maison rentrera chez lui demain matin avec rien de pire qu'une longue nuit. La porte d'entrée s'ouvrit derrière Caleb. Il ne se retourna pas. Il entendit des pas. Pas une seule personne, plusieurs. Et puis Raymond Tuttle se tenait à côté de lui sur le porche, la sacoche en cuir serrée contre sa poitrine. Et Walter Vane était de l'autre côté, et Silas Pwitt vint se tenir en haut des marches du porche, les bras croisés, et Clara Vane apparut dans l'embrasure de la porte derrière eux tous. L'homme à la corde regarda le porche. Il fit le compte. Son expression ne changea pas, mais quelque chose derrière ses yeux fit un calcul rapide et revint avec une réponse différente de celle avec laquelle il était arrivé. « C'est maintenant la propriété du comté, » dit Tuttle. Sa voix tremblait légèrement, mais elle était forte et claire, et c'était la voix d'un homme qui avait pris une décision qu'il n'allait pas annuler. Chaque document dans cette sacoche a été enregistré et scellé, et une copie a été envoyée à un collègue à Helena. Si vous prenez cette sacoche, vous n'aurez que du papier. L'archive existe déjà. Il marqua une pause. Vous ne pouvez pas brûler ce qui a déjà été envoyé. L'homme de tête le regarda un long moment. Où est le garçon? Le garçon, dit Caleb, est à l'intérieur de cette maison, sur ma propriété, et il n'ira nulle part avec vous ou avec quiconque Arlandor s'envoie. Il soutint le regard de l'homme. Vous voulez parler de dernier recours? Voici le mien. Vous allumez ces torches sur ma terre et vous aurez commis un incendie criminel devant 8 témoins qui donneront tous des déclarations sous serment à un marshal fédéral dans les 48 heures. Quoi que Dawes vous paie, je vous promets que ce n'est pas assez pour couvrir ce que ça coûte. Il laissa cela planer un moment. Retournez. Dites-lui que c'est fait. Dites-lui que les papiers sont déjà hors de sa portée et que les témoins parlent déjà et que Cole Rains a déjà un nom sur un document fédéral qui le relie à un meurtre sur le porche des Voss. Il marqua une pause. Dites-lui de prendre un avocat. L'homme de tête resta immobile un long moment. Il regarda le porche. Il regarda la sacoche dans les bras de Tuttle. Il regarda le fusil de Caleb et l'immobilité particulière d'un homme qui en avait porté un pendant 14 ans et savait exactement quand et comment l'utiliser. Puis il tourna son cheval sans un mot, et les 5 cavaliers repartirent sur la piste du nord, et la nuit se referma derrière eux. Personne sur le porche ne bougea pendant un moment.
Puis Walter Vane laissa échapper un souffle qui semblait avoir été comprimé dans sa poitrine pendant environ 20 ans. Puis s'assit sur la marche supérieure du porche et mit brièvement son visage dans ses mains, puis leva les yeux vers les étoiles. Tuttle tenait toujours la sacoche. Ses mains avaient cessé de trembler. « Vous le pensiez vraiment? » demanda-t-il doucement, à propos de la copie à Helena. « Je l'ai envoyée avec Pete Coulson lors de son deuxième voyage il y a 2 jours, dit Caleb. Je ne savais pas si j'en aurais besoin. Je me suis dit qu'il valait mieux l'avoir et ne pas en avoir besoin. » Il regarda le greffier du comté. « Vous avez bien agi ce soir, Raymond. » Tuttle ne répondit pas tout de suite. Il regarda la sacoche. Puis il dit très doucement, « Ma femme va penser que j'ai perdu la tête. » « Votre femme, dit Clara Vane depuis l'embrasure de la porte avec une certitude absolue, va penser que vous l'avez enfin retrouvée. » Ils restèrent jusqu'à 2 heures du matin. Au moment où la dernière personne rentra chez elle dans l'obscurité de janvier, il y avait 11 déclarations signées dans la sacoche de Tuttle, ainsi que la lettre du père d'Eddie Crane et tous les documents originaux des archives du greffier. Le dossier était complet. Le dossier était distribué. Il existait dans 3 endroits, dans la sacoche, à Helena et dans la mémoire de chaque personne qui s'était assise dans cette cuisine. Harlan Dawes ne pouvait pas défaire ce que cette nuit avait construit. Quand le dernier cheval s'estompa sur la route, Caleb rentra et trouva Tommy exactement là où il était depuis les 4 dernières heures, sur sa chaise dans le coin, observant. Les yeux du garçon étaient très brillants et très fatigués en même temps. De la manière dont les yeux deviennent quand la personne a absorbé plus qu'elle ne peut entièrement traiter et que son corps commence à exiger que le traitement attende le matin. Caleb s'assit en face de lui. Il ne dit rien tout de suite. Il versa 2 tasses de café de la cafetière que Clara Vane avait faite à un moment donné de la soirée, en poussa une vers le garçon et garda l'autre. « Tu as tout entendu, dit Caleb. « Oui. Comment vas-tu? » Tommy y réfléchit avec le sérieux qu'il apportait à chaque vraie question. « Monsieur Tuttle, dit-il finalement, quand il a dit le nom de mon père à voix haute devant tout le monde. Il s'arrêta. Il l'a dit comme si c'était important, comme si c'était un vrai nom qui signifiait quelque chose. Il regarda sa tasse de café. Pendant un moment après, j'ai commencé à me demander si mon papa allait juste disparaître. Comme si Dawes pouvait simplement le faire disparaître en le tuant et en prenant des papiers, et que personne ne dirait plus son nom parce qu'ils avaient une pure. Il marqua une pause. Mais toutes ces personnes ici ont dit son nom ce soir. Elles le connaissaient. Elles se souvenaient de lui. Il était réel, dit Caleb. Et ce qu'on lui a fait était réel. Et les gens de ce comté le savaient. Ils attendaient juste une raison de le dire. Tommy hocha lentement la tête. Comme vous l'avez dit avant, avoir peur, ce n'est pas la même chose que de ne pas s'en soucier. Non, dit Caleb, ce n'est pas la même chose. Le garçon resta silencieux un moment. Alors, Cole Raines est toujours là dehors. Il l'est. Quand Beckett viendra, si Beckett vient. Quand, dit Caleb. Tommy le regarda. Quand Beckett viendra, est-ce que ce sera suffisant? Tout ce que Tuttle est, tout ce que ces gens ont dit ce soir, est-ce qu'un juge regardera ça et fera vraiment quelque chose? C'était la question honnête, celle qui se cachait sous la question pratique, celle qui demandait en réalité si la machine de la justice qui avait fait défaut à son père allait fonctionner différemment pour un garçon de 9 ans, sans famille, sans ressources et avec seulement la vérité de son côté. Caleb aurait pu dire oui. Il aurait pu rendre les choses simples et rassurantes et laisser le garçon dormir plus facilement. Il ne le fit pas, car Tommy avait déjà été trompé par des assurances confortables et il méritait mieux que ça. « Je pense que c'est suffisant, dit Caleb. Je pense que ce que Tuttle a dans cette sacoche est suffisant pour traduire Cole Raines devant un tribunal pénal et suffisant pour priver Dawes de chaque contrat foncier qu'il a déposé dans ce comté en des termes frauduleux. Je pense que ton témoignage est suffisant pour rendre cette affaire réelle. » Il marqua une pause. « Ce que je ne peux pas te promettre, c'est que ce sera rapide ou que ce sera propre ou que ça ne coûtera rien en cours de route. La justice, d'après mon expérience, est rarement rapide et jamais aussi propre qu'on en aurait besoin. » Il soutint le regard du garçon. « Mais je crois qu'elle y arrive. Je l'ai vu y arriver. » Tommy absorba cela. Il resta silencieux un long moment, assez longtemps pour que Caleb pense qu'il s'était peut-être assoupi sur sa chaise. Puis il dit sans lever les yeux, « Mon papa disait que la différence entre un homme bon et un homme mauvais, ce n'est pas s'ils ont peur, c'est ce qu'ils font pendant qu'ils ont peur. » Caleb ne dit rien. Il médita là-dessus un moment. Il a l'air d'un homme qui mérite qu'on se souvienne de lui.
dit-il finalement. Il l'était. La voix de Tommy était stable. Il était exactement ça. Roy Beckett arriva le troisième jour. Il vint sans annonce, ce qui était caractéristique. Caleb avait travaillé avec Beckett assez longtemps pour savoir que l'homme considérait un préavis comme un cadeau pour les gens qui préféreraient qu'il n'arrive pas, et il n'avait jamais eu l'habitude de faire des cadeaux à cette catégorie particulière de personnes. Il arriva à 7 heures du matin avec un adjoint nommé Goss, et la posture de voyage économique d'un homme qui avait parcouru une grande distance rapidement et n'en était pas dérangé. Il avait 51 ans, sec, mince et aux cheveux grisonnants, avec les yeux calmes de quelqu'un qui avait lu les situations pendant 30 ans et avait depuis longtemps cessé d'être surpris par ce dont les gens étaient incapables. Il serra la main de Caleb sur le porche, le regarda de ses yeux stables et dit « Votre lettre était complète. » « La situation l'exigeait, dit Caleb. « Où est le garçon? » Tommy apparut dans l'embrasure de la porte. Il avait entendu les chevaux et était venu à la porte de lui-même, ce que Caleb nota. Il y a 4 jours, le garçon se serait pressé contre un mur de grange pour tenter de disparaître. Maintenant, il se tenait dans une embrasure de porte, regardant un marshal fédéral, le menton levé et les mains immobiles. Beckett le regarda un moment, puis il dit « Tu t'appelles Tommy Voss? »« Oui, monsieur. »« On me dit que tu as été témoin d'un meurtre. »« Oui, monsieur. »« Es-tu prêt à me dire exactement ce que tu as vu? » Tommy n'hésita pas. « Oui, monsieur. J'attendais de le faire. » Beckett hocha la tête une fois. Il regarda Caleb. « Entrons. » Ils s'assirent à la table de la cuisine. Beckett, Goss, Caleb et Tommy. Et pendant l'heure qui suivit, Tommy parla. Il était meilleur cette fois que la première nuit. Plus stable, plus précis, parce qu'il l'avait déjà raconté une fois, et le fait de le raconter en avait fait quelque chose qu'il pouvait gérer plutôt que quelque chose qui le gérait. Il donna des noms, il donna la séquence, il donna les mots exacts que Cole Raines avait dit avant de tirer. Et après, Beckett nota tout dans un petit carnet avec un crayon court et n'interrompit pas une seule fois. Quand Tommy eut fini, Beckett ferma le carnet, regarda Goss et quelque chose passa entre eux. C'était le langage abrégé de 2 hommes qui avaient travaillé ensemble assez longtemps pour que les phrases complètes soient inutiles. Puis Beckett regarda Caleb. « Les documents que Tuttle possède. Il vous les apportera ce matin, dit Caleb. Il attend votre arrivée. Les témoins qui ont fait des déclarations il y a 2 nuits. Clara Vane peut vous donner les noms et adresses des 11 personnes. » Beckett tapota le carnet contre sa paume. « Aldridge. Pas notre homme, dit Caleb, mais il n'obstruera pas une enquête fédérale. Il est assez intelligent pour savoir dans quelle direction ça va. » Beckett hocha lentement la tête. Il regarda Tommy. « Mon garçon, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce qui va suivre va prendre du temps. Les tribunaux sont lents. Il y aura des audiences, des dépôts de documents et plus d'une tentative des avocats de Doss pour compliquer le processus. » Il soutint le regard du garçon avec l'honnêteté directe d'un homme qui ne croyait pas à l'adoucissement de la vérité. « Mais j'ai ton témoignage, j'ai 11 témoins, j'ai 5 ans de fraude documentée dans les archives d'un greffier de comté, et j'ai un homme mort dont le meurtre a été vu par son propre enfant. » Il marqua une pause. « Cole Raines sera en détention avant la fin de la semaine. Harlan Doss fera face à des accusations fédérales. Je veux que tu m'entendes le dire directement pour que tu saches que ce n'est pas une possibilité. » Tommy le regarda. « Vous en êtes sûr? »« J'en suis sûr, dit Beckett. Et il le dit de la manière dont un homme dit quelque chose qu'il a mesuré avec soin et trouvé vrai. Quelque chose se passa sur le visage de Tommy. Pas du soulagement, pas exactement, car le soulagement implique que la peur a disparu, et la peur n'avait pas disparu. Il faudrait beaucoup de temps pour que la peur s'en aille, et Caleb le comprenait et ne s'attendait pas à autre chose. Mais sous la peur, visible juste un instant, il y avait quelque chose qui n'était pas là quand le garçon était entré pour la première fois dans sa grange il y a 4 nuits, couvert de givre et portant un manteau qui n'était pas le sien. Quelque chose qui ressemblait prudemment et avec beaucoup de soin au début de la croyance que les choses pourraient finalement bien se passer. Beckett et Goss se rendirent à Dusty Creek 1 heure plus tard, et Caleb se tint sur le porche et les regarda partir, et sentit la qualité spécifique d'un poids qui se déplaçait. Pas disparu, pas encore, mais redistribué, partagé sur les bonnes épaules pour la première fois depuis le début de cette histoire.
Tommy vint se tenir à côté de lui. Il regarda la route où le cheval de Beckett était parti. Puis il regarda Caleb. Qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Demanda-t-il. Je veux dire, pendant que les tribunaux travaillent, pendant que tout se passe. Il s'arrêta. Sa voix était prudente, comme elle le devenait quand il posait une question importante, et il n'était pas sûr d'avoir le droit de vouloir la réponse qu'il voulait. Où est-ce que je vais? Caleb regarda le garçon, le manteau usé qui était encore trop grand pour lui, qu'il portait depuis 4 jours d'affilée parce que c'était la seule chose qu'il avait d'assez chaud. Le visage qui avait 9 ans et était ancien en même temps. Les mains qui étaient restées dans le tas de bois et avaient survécu à ce qu'elles avaient survécu et n'avaient rien écrit parce qu'il n'y avait personne à qui écrire jusqu'à il y a 4 nuits. Tu restes ici, dit Caleb. C'est sorti simplement de la manière dont une chose sort quand elle est vraie depuis plus longtemps que vous ne le savez. Tu ne vas nulle part, Tommy. C'est ici que tu es. Le garçon le regarda, sa mâchoire travailla une fois. Puis il détourna le regard vers la route, pinça les lèvres et hocha la tête. Et Caleb détourna aussi le regard, car certains moments sont trop grands pour être regardés directement. Et ils le comprirent tous les deux. Ils se tinrent ensemble sur le porche dans le froid de janvier, et la route devant eux n'était plus vide. Cole Raines fut placé en détention fédérale un jeudi matin, 4 jours après l'arrivée de Beckett à Dusty Creek. Caleb l'apprit par Pete Coulson, qui arriva en galopant sur le sentier du Sud avec l'énergie particulière d'un jeune homme qui a été témoin de quelque chose d'important et qui est impatient de le rapporter. Raines se trouvait au ranch de Doss lorsque Beckett et Goss sont arrivés avec le mandat, et de l'avis de tous, il ne s'est pas laissé faire, ce qui n'a surpris personne. Mais il est parti, et c'est ce qui comptait. Caleb fendait du bois lorsque Pete lui a annoncé la nouvelle. Il a posé la hache, s'est tenu un moment les mains sur le manche et a senti quelque chose bouger dans sa poitrine qui n'était pas tout à fait de la satisfaction ni du soulagement, mais quelque part entre les deux. Le sentiment spécifique d'une chose maintenue en tension qui se relâche enfin. Tommy sortit de la grange où il aidait avec les chevaux, une tâche qu'il avait entreprise sans qu'on le lui demande il y a 3 jours, car c'était le genre d'enfant qui avait besoin d'être utile et avait compris de lui-même où il était nécessaire. Il regarda Pete, puis le visage de Caleb, et le lut immédiatement. « Raines, dit-il. »« En détention, dit Caleb. »« Fédéral. » Tommy resta très immobile un moment, puis il hocha la tête une fois, de la manière dont il hochait la tête quand quelque chose était trop grand pour une réponse immédiate et qu'il avait besoin de le laisser décanter avant de savoir ce qu'il en pensait. Il retourna dans la grange. Caleb le laissa partir car il comprenait que certaines nouvelles doivent être reçues en privé avant de pouvoir être reçues à voix haute. Il trouva le garçon 20 minutes plus tard, assis dans la paille devant le box de Ranger, le dos contre le bois et les bras autour des genoux. Son visage était sec. Il avait pleuré. Caleb pouvait le dire, mais il avait fini avant que Caleb n'entre, ce qui était aussi quelque chose qu'il comprenait. Tommy avait 9 ans et avait décidé à un moment donné au cours des 2 dernières semaines que le deuil était quelque chose qu'il faisait en privé, une décision que Caleb respectait, même si cela lui faisait mal d'en être témoin. Il s'assit par terre à côté de lui sans un mot. Ranger les regarda tous les deux avec la grande indifférence patiente d'un cheval qui a vu beaucoup de choses et a trouvé la plupart d'entre elles sans intérêt. Au bout d'un moment, Tommy dit « Ça ne fait pas l'effet que je pensais. » « Comment pensais-tu que ça ferait? » « Je ne sais pas. Plus grand. Comme si quelque chose serait différent. » Il regarda ses mains, mais mon papa est toujours parti. Et ça, c'est toujours pareil. Oui, dit Caleb, c'est vrai. Est-ce que ça devient plus facile? La partie, toujours pareil. Caleb y réfléchit honnêtement. Il pensa à 7 années d'agriculture tranquille et au poids spécifique d'un deuil qu'il avait décidé de porter en le déposant et en s'éloignant de tout ce qui l'entourait. Et comment cela n'avait pas fonctionné comme il l'attendait. Et comment le poids avait été là, de toute façon, juste porté différemment, mal porté, porté d'une manière qui l'avait rendu plus petit plutôt que plus grand. Ça change de forme, dit-il. Ça ne diminue pas vraiment, mais tu grandis autour. Tu construis plus autour jusqu'à ce que ce ne soit plus la seule chose qui existe. Il marqua une pause. Ça prend du temps. Plus de temps que ce qui semble juste. Tommy resta silencieux un moment. Alors, vous avez perdu quelqu'un aussi, avant. Quand vous avez arrêté d'être Marshall, ce n'était pas une question. Caleb l'avait mentionné une fois, brièvement,
et le garçon l'avait enregistré avec l'attention minutieuse qu'il appliquait à tout. Ma femme, dit Caleb, Anna, elle est morte de la fièvre au printemps 76. Nous étions mariés depuis 4 ans. Il regarda le mur de la grange. J'ai démissionné en moins d'1 mois. Je me suis dit que j'en avais fini. Je me suis dit que le monde pouvait gérer ses propres problèmes. Il s'arrêta. Je me suis dit beaucoup de choses qui étaient plus faciles que la vérité. Quelle était la vérité? Que je ne savais pas comment être dans le monde sans elle. Et démissionner était la seule façon que j'ai trouvée pour ne plus avoir à chercher. Il regarda le garçon. Ça n'a pas marché. On ne peut pas vraiment quitter le monde. Il continue de tourner, que l'on y participe ou non. Tommy le regarda fixement. C'est pour ça que vous m'avez aidé? Parce que vous aviez démissionné assez longtemps? Caleb y réfléchit. Peut-être en partie. Mais surtout, je t'ai aidé parce que tu avais besoin d'aide, que j'étais là et que j'avais encore la capacité de la donner. Il soutint le regard du garçon. C'est tout, Tommy. C'est une raison suffisante. Le garçon le regarda un long moment. Puis il rejeta la tête en arrière contre le box, regarda le plafond de la grange et dit doucement « Je suis content que vous ayez été là. » « Moi aussi, » dit Caleb, « plus que je ne pensais l'être. » Les audiences commencèrent 3 semaines plus tard au chef-lieu du comté, à Millbridge, à 40 miles au nord, devant un juge de circuit nommé Arthur Peel, qui avait une réputation de rigueur confinant à l'impitoyable et une impatience particulière envers les hommes qui utilisaient les instruments juridiques pour faire ce que la loi était conçue pour empêcher. Raymond Tuttle s'y rendit avec sa sacoche et sa documentation soigneusement organisée et témoigna pendant 2 jours complets avec la clarté précise et exhaustive d'un homme qui rattrapait 12 ans de silence classé en un seul acte soutenu d'honnêteté publique. Clara Vane témoigna. Walter témoigna. Silas Pruitt témoigna et nomma 3 incidents spécifiques dont il avait été témoin à l'exploitation de Doss qui corroboraient le schéma que Tuttle avait documenté dans les contrats. La lettre du père d'Eddie Crane fut versée au dossier et lue à haute voix dans la salle d'audience. Et Eddie s'assit dans la galerie et écouta les mots de son père décédé dans la voix d'un étranger et garda ses mains très immobiles sur ses genoux. Caleb témoigna. Il donna 14 ans d'expérience comme contexte pour ce que les documents signifiaient, ce que le schéma de comportement indiquait et quelle était l'exposition juridique spécifique. Et il parla avec l'autorité calme d'un homme qui avait passé beaucoup de temps à ne pas utiliser ce qu'il savait et qui utilisait maintenant tout. Tommy témoigna en dernier. Il s'assit sur la chaise en face de la table formelle dans une salle d'audience pleine d'adultes et il répondit à chaque question qui lui était posée directement, complètement et avec une clarté qui laissa la salle dans le silence spécifique des gens confrontés à quelque chose dont ils ne peuvent détourner le regard. Il décrivit le Porsche, il décrivit Cole Raines, il décrivit le son et ce qui suivit, et le tas de bois, et le fait de rester avec son père jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raison de rester. Il dit tout sans fioriture et sans sourciller. Et quand il eut fini, il y eut un long moment dans cette salle d'audience où personne ne parla. Le juge Peel le regarda et dit « Jeune homme, vous avez donné à cette cour un compte-rendu très clair. »« Oui, monsieur, » dit Tommy. « Je voulais que ce soit clair. Je voulais qu'il n'y ait aucune question sur ce qui s'est passé. »« Il n'y a aucune question, » dit Peel, et il le dit avec le poids d'un homme rendant une décision plutôt qu'une assurance. Cole Raines fut reconnu coupable de meurtre au 1er degré. Il fut condamné à être pendu, et il le fut, par un matin gris d'avril à la prison du comté de Millbridge. Caleb n'y assista pas, n'en discuta pas avec Tommy, et Tommy ne posa pas de questions. Et ce silence entre eux était sa propre sorte de réponse à une question qu'aucun des deux n'avait besoin de mettre en mots. Arlen Doss fut reconnu coupable de 11 chefs d'accusation de fraude contractuelle et de 2 chefs d'accusation de complot criminel. Les terres prises en vertu des amendements de bail frauduleux furent ordonnées d'être restituées aux familles survivantes ou à leurs héritiers, ce qui, dans le cas de Tommy, signifiait que le bail de Broken Creek était restauré à son nom, avec un tuteur légal nommé jusqu'à ses 21 ans. Caleb déposa les papiers de tutelle l'après-midi même où le verdict fut rendu, et Tuttle en fut témoin. Et quand Caleb rentra chez lui et dit à Tommy ce qu'il avait fait, le garçon resta assis à la table de la cuisine pendant un long moment sans parler. « Vous ne m'avez pas demandé, » dit finalement Tommy. Sa voix n'était pas accusatrice.
C'était l'observation de quelqu'un qui essayait de comprendre la forme de ce qui venait de lui arriver. Non, dit Caleb, je ne l'ai pas fait. Il s'assit en face de lui. J'aurais dû. Je te le demande maintenant. Il soutint le regard du garçon. Est-ce que ça te va, Tommy? Tommy le regarda. La cuisine était chaude et le feu était stable. Et dehors, la lumière d'avril faisait ce que la lumière d'avril fait dans le Montana. Elle arrivait lentement et prudemment, comme si la Terre avait besoin d'être convaincue que l'hiver était vraiment terminé, avant de croire que la chaleur était réelle. Vous voulez être mon tuteur, dit Tommy. Je veux que tu aies quelqu'un qui soit officiellement, légalement, sur papier, responsable de toi, et qui se batte pour toi, dit Caleb. Et je veux que cette personne soit moi, parce que c'est moi qui vais le faire de toute façon, et autant que ce soit fait correctement. Il marqua une pause. Mais je te le demande. Le garçon regarda la table. Il regarda ses mains, les mêmes mains qui s'étaient agrippées à un manteau 3 fois trop grand dans une grange par une nuit de janvier. Les mains qui étaient restées immobiles sur un tas de bois pendant que la pire chose possible se produisait à 10 pieds de là. Les mains qui avaient été à plat sur une table de salle d'audience pendant qu'il disait la vérité sur tout cela devant tous ceux qui avaient besoin de l'entendre. « Ouais, dit Tommy, sa voix était rauque, ça me va. » Frank Aldridge démissionna de son poste de shérif du comté en mai, avant que le conseil du comté ne puisse le révoquer, ce qu'ils allaient faire. Il quitta entièrement le comté de Millstone, et personne n'entendit beaucoup parler de l'endroit où il était allé. Et la ville de Dusty Creek élut un nouveau shérif en août, une femme nommée Ruth Corbin, qui avait géré la route postale de la vallée du Sud pendant 15 ans, et avait la combinaison particulière de cran et d'équité qui manquait aux forces de l'ordre du comté depuis très longtemps. Les 40 000 acres de Dawes furent morcelés et vendus. Plusieurs familles rachetèrent des terres qui leur avaient été prises à des prix qu'un arbitre du tribunal de circuit fixa en dessous du marché, spécifiquement pour tenir compte de la dépossession injustifiée. Ce n'était pas un remède qui apparaissait dans un texte juridique standard, mais que le juge Peel institua quand même avec l'autorité joyeuse d'un homme qui avait décidé que les textes standards manquaient d'imagination. Tuttle garda son poste de greffier du comté. Il fut reconduit à l'unanimité par le nouveau conseil du comté en septembre. Et lors de la petite réception que Clara Vane organisa pour marquer l'occasion, il se tint au fond de la salle avec une tasse de cidre, l'air légèrement dépassé et ressemblant beaucoup à un homme qui avait trouvé la version complète de lui-même, et s'habituait encore à la porter. L'été arriva lentement, puis tout d'un coup, comme le font les étés du Montana. En juin, les champs du sud du ranch Harding étaient verts, les clôtures étaient solides, et Tommy avait grandi d'1,5 pouce depuis janvier, ce que Caleb avait suivi sur le cadre de la porte de la cuisine avec une marque de crayon chaque mois, parce que c'était le genre de choses qu'une personne en charge d'un enfant était censée faire, et il apprenait encore la forme de ce que cela signifiait. Un soir de fin juillet, ils étaient assis sur le porche après le souper, comme ils en avaient pris l'habitude dans la longue lumière des soirées d'été. Et Tommy dit sans regarder, « J'ai pensé au bail de mon papa. » Caleb attendit. « La terre est à moi maintenant, légalement. Les 40 acres de Broken Creek. » La voix de Tommy était prudente et délibérée, comme elle le devenait quand il avait réfléchi à quelque chose pendant longtemps et était enfin prêt à le dire. Je veux l'exploiter. Pas maintenant. Je sais que je ne suis pas assez vieux maintenant, mais quand je le serai, il marqua une pause. Il a passé 11 ans à construire quelque chose sur cette terre. Il n'a pas pu la garder, mais il l'a construite. Et je veux la construire aussi et l'appeler ce qu'elle est, c'est-à-dire la sienne et la mienne à la fois. Caleb regarda le champ. La lumière du soir devenait dorée sur l'herbe, et quelque part sur le sentier du sud, une alouette des prés menait sa discussion spécifique et persistante avec le soir. « C'est un bon plan, dit-il. Tu penses qu'il aimerait ça, que je vais l'exploiter. Je pense qu'il aimerait que tu sois là pour avoir un plan tout court, dit Caleb. Tout le reste est un plus. Tommy resta silencieux un moment. Et vous alors, quand je serai assez vieux pour travailler ma propre terre, qu'est-ce qui vous arrivera? Caleb le regarda. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire... Tommy s'arrêta, organisa ses mots. J'ai pensé que vous étiez seul pendant 7 ans avant que j'arrive, et je ne veux pas être quelqu'un qui vous laisse seul à nouveau quand j'irai à Broken Creek. Il regarda Caleb avec ses yeux graves et stables. Je veux que vous veniez. Je veux que vous soyez là. Caleb ne répondit pas tout de suite. Il regarda le champ,
la clôture et le ciel passant de l'or à l'ambre à l'horizon, et pensa à 7 ans à choisir la plus petite version possible de sa propre vie, à ce que cela lui avait coûté, à ce que cela avait valu, et à quoi l'alternative avait ressemblé quand elle était arrivée dans sa grange par une nuit de janvier dans un manteau 3 fois trop grand. D'accord, dit-il. Tommy hocha la tête. Il regarda de nouveau le champ. On pourrait élever du bétail, dit-il. Le ruisseau donne de la bonne eau toute l'année. Papa disait toujours que c'était de la meilleure terre de la vallée du Sud si un homme la travaillait bien. Il avait probablement raison sur ce point. Il avait raison sur la plupart des choses. La voix de Tommy était égale, claire et pleine de cette qualité particulière que le deuil acquiert lorsqu'il a été vécu assez longtemps pour devenir quelque chose qu'une personne peut porter sans que cela ne la brise. Pas disparu, pas oublié, pas diminué, mais intégré, tissé dans le tissu de ce qu'ils sont d'une manière qui honore ce qui a été perdu plutôt que de le cacher. Je pensais que être son fils était la chose la plus triste à mon sujet, à cause de ce qui s'est passé, à cause de ce que Dawes lui a fait. Il s'arrêta. Je ne pense plus ça. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Demanda Caleb. Tommy y réfléchit avec tout le sérieux qu'il apportait à chaque vraie question. Je pense qu'être son fils est la meilleure chose à mon sujet. Il a dit que c'était un homme bon qui faisait tout correctement et que ça a quand même mal tourné. Et ce n'est pas son échec, c'est le monde qui est injuste, ce que le monde fait. Mais ce qu'il m'a donné avant ça, qui il était et ce qu'il croyait, et la façon dont il parlait de faire le bien, même quand ça vous coûtait, ça, c'est à moi. Personne ne l'a pris. Il regarda Caleb. Personne ne le pouvait. Caleb resta assis avec ça un long moment. Il pensa à Daniel Voss sur un porche avec une lettre à la main, disant « Je vais voir un juge, Cole », dans les dernières secondes de sa vie. Il pensa à un garçon de 9 ans dans un tas de bois, restant immobile, survivant et portant le nom de son père à travers tout ce qui a suivi, à travers le froid de janvier, les granges étranges, les salles d'audience et la longue et lente machine de la justice, se frayant un chemin vers quelque chose qui ressemblait, à la fin, à la vérité. Il pensa à Anna, et aux 7 années qu'il avait passées à se mettre dans un coin du monde et à appeler ça la paix. Il pensa à ce qu'il avait fallu pour sortir de ce coin, et à qui l'y avait poussé, et comment cette poussée avait pris la forme d'un enfant pieds nus dans un manteau 3 fois trop grand, ce qui n'était pas la forme qu'il attendait de la grâce, mais qui était, il en était venu à le comprendre, exactement la forme qu'elle devait prendre. Ton père serait fier de toi, dit Caleb. Pas à cause de ton témoignage ou de ce que le tribunal a décidé. À cause de qui tu es en ce moment, assis sur ce porche à faire des plans pour la terre. Tu vas travailler en son nom. Il marqua une pause. C'est la chose qu'il voudrait que tu saches. Tommy ne dit rien. Il regarda le champ, la clôture et la soirée d'été s'installant sur la vallée du Sud avec sa longue lumière dorée. Et il n'essaya pas de contenir l'expression sur son visage, ce que Caleb l'avait vu apprendre au cours des 7 mois. Que certains sentiments ne sont pas des problèmes à gérer, mais des vérités à reconnaître. Et la reconnaissance de celle-ci n'est pas une faiblesse. C'est ce qui rend une personne entière. Au bout d'un moment, le garçon tendit la main et la posa sur le bras de Caleb, juste brièvement, de la manière dont une personne le fait, lorsque les mots sont épuisés et que le geste doit porter ce que le langage ne peut pas. Caleb posa sa main sur celle du garçon et la tint un moment. Puis ils s'assirent ensemble dans la lumière déclinante et regardèrent la soirée d'été prendre la vallée du Sud comme elle l'avait toujours fait, tranquille et immense, et indifférente à la petitesse des hommes.